Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire ô combien d'actualité. Et si la diversité était un facteur de réussite pour les entreprises? Au-delà des discours d'affichage, l'idée semble bien faire son chemin. D'un point de vue social, la réponse ne fait aucun doute. Mais d'un point de vue économique, quel est l'intérêt pour une entreprise finalement de miser sur la diversité? Il est vrai que l'engagement des entreprises en matière de mixité et d'égalité des chances a progressé depuis une dizaine d'années. Est-ce un souci d'image ou une réelle conviction? Certaines sont même allées plus loin en signant la charte de la diversité. Une étude du journal L'Écho en juin 2021 a examiné la direction de 114 entreprises cotées sur la bourse de Bruxelles. Il en ressort que 14% à peine de tous les top managers sont des femmes, que parmi ceux-ci, 3% des femmes sont CIO. Plus de 95% sont blancs et 2 sur 3 ont plus de 50 ans. En résumé, les comités de direction sont surtout masculins, blancs et gris. La diversité a donc bien du mal à trouver le chemin des comités de direction. Et pourtant, de nombreuses études et de nombreux exemples nous montrent qu'elle est un levier de performance. Elle favorise l'innovation, l'attractivité, la productivité, la créativité. Et elle recouvre donc ces nombreuses facettes. Et c'est sur cet aspect que nous allons donc débattre maintenant durant ce webinaire. Nous entendrons d'abord Céline Piton et Maud Notet de la BNB qui aborderont l'effet de la parentalité sur la carrière des hommes et des femmes. Patrick Davis de Belfius viendra nous expliquer pourquoi l'objectif visé par la gender diversity au sein de Belfius est-il si important. Ensuite, Sarah Ndayi Roukeye de la BNB témoignera de l'expérience de la BNB en matière d'inclusion et de diversité. Enfin, Claire Goding de Febelfin conclura le webinaire en nous expliquant pourquoi il est essentiel pour le secteur financier d'investir dans la diversité et l'inclusion. Alors, juste un petit rappel pour les participants. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le Q&A. Un lien va apparaître durant le webinaire pour vous permettre d'évaluer ce webinaire. Et pour ceux qui souhaitent une attestation de présence, il suffit de nous envoyer un mail à relationseconomique@nbb.be. Avant de vous laisser la parole, Céline et Maude, je voudrais vous présenter. Céline Piton, vous êtes économiste au département des études de la BNB. Votre spécialité est les questions relatives au marché du travail. Et tout particulièrement, vous vous intéressez à la compréhension et l'amélioration de la position des groupes les moins représentés sur le marché du travail, tels que les femmes et ou les personnes d'origine étrangère notamment. Quant à vous, Maud Notet, vous êtes également économiste au département des études de la Banque nationale de Belgique. Vos intérêts de recherche portent également sur le marché du travail, mais plus au niveau de ses développements, ces défis structurels auxquels il doit répondre, notamment en matière de positionnement des groupes à risque. Voilà, Céline et Maud, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Véronique. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation et de nous laisser vous présenter donc les résultats d'une étude que l'on a menée fin de l'année dernière et qui répond à la question de savoir en quoi la parentalité peut avoir un effet sur les carrières des femmes mais aussi sur les carrières des hommes. Alors, une première illustration pour entrer en matière. Vous voyez ici sur le graphique les taux d'emploi des hommes et des femmes sur une longue période. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a depuis de nombreuses années déjà une féminisation du marché du travail avec un taux d'emploi des femmes qui converge vers celui des hommes. Donc, c'est ici la courbe jaune que vous voyez qui est en augmentation, pendant que le taux d'emploi des hommes est resté relativement stable au cours des dernières années. Toutefois, si on s'intéresse au taux d'emploi, ce qu'on appelle en équivalent temps plein, donc en tenant compte du fait que certaines personnes vont travailler à temps partiel, là, on se rend compte que l'écart en matière d'emploi est beaucoup plus grand. Donc là, il s'agit de la différence entre les deux lignes pointillées. Un des facteurs que l'on mentionne souvent et qui reste dans l'explication de ces écarts de taux d'emploi aujourd'hui est la parentalité. Donc le but
sera ici de vous expliquer en quoi cette parentalité peut avoir une incidence sur les écarts de genre. Alors pour faire cette étude, nous nous sommes basés sur les enquêtes sur les forces de travail et nous avons un échantillon qui couvre la période allant de 1998 à 2019. Pour chacune de ces années, il y a une partie de la population qui a été interrogée et pour lesquelles nous disposons de leurs caractéristiques personnelles, par exemple leur âge, leur genre, leur niveau d'éducation, mais aussi les caractéristiques du ménage. Donc, si des enfants sont présents dans le ménage, l'âge de ces enfants, combien ils sont, etc. Nous avons aussi de nombreuses informations sur les caractéristiques professionnelles, ce qui nous permet d'aller relativement loin dans l'analyse de manière très détaillée en termes de caractéristiques d'emploi. Alors, pour réaliser cette analyse, ce que nous faisons, c'est de séparer les échantillons entre les hommes et les femmes et nous regarderons quel est l'effet de la paternité pour les hommes et dans un second temps, quel est l'effet de la maternité pour les femmes, et toujours de façon séparée. Donc ici, on ne regarde pas les écarts de genre en tant que tels, mais vraiment au sein des hommes, quel est l'effet lorsqu'ils deviennent pères et au sein des femmes, quel est l'effet lorsqu'elles deviennent mères. Alors le premier résultat très agrégé, donc en termes de taux d'emploi, si on compare le groupe des femmes entre celles qui sont mères et celles qui ne le sont pas, à caractéristiques égales, une mère aura 3 points de pourcentage de probabilité en moins d'être en emploi qu'une femme similaire, mais qui, elle, n'a pas d'enfant. Au contraire, pour les hommes, le fait de devenir père est un bonus à l'emploi, puisque un père ayant des caractéristiques similaires à un homme qui n'a pas d'enfant aura 5 points de pourcentage de probabilité en plus d'être en emploi. Alors pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, nous avons regardé aussi en quoi cet effet sur le taux d'emploi peut varier selon le niveau d'éducation des personnes. Si on regarde pour les hommes, donc ce sont les bâtonnets verts, en fonction du niveau d'éducation, on a toujours ce bonus à l'emploi qui est observé et qui est relativement constant pour les 3 groupes. Par contre, lorsqu'on regarde pour les femmes, la pénalité à l'emploi est très forte pour les femmes qui sont avec un niveau d'études inférieur, donc qui ont au plus un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, avec une pénalité qui peut atteindre 8 points de pourcentage. Pour les femmes qui ont un niveau d'études moyen, donc qui ont atteint le secondaire supérieur, on a toujours cette pénalité qui atteint 4 points de pourcentage, mais donc qui est moitié moins grande que pour les femmes avec un niveau d'études plus faible. Alors, ce qui est intéressant à constater, c'est que lorsque les femmes atteignent des niveaux de diplôme plus élevés, donc qu'elles sont ce qu'on appelle hautement éduquées, qu'elles ont un diplôme universitaire ou des études supérieures, on n'observe plus cette pénalité en matière de taux d'emploi. Par contre, ce que l'on va observer, c'est une très forte propension à avoir recours au temps partiel. Donc, si on compare deux femmes similaires en termes de caractéristiques, qui travaillent au sein d'un même secteur et qui font le même type de profession, alors on a une plus forte propension à utiliser le temps partiel qui peut aller de 10 points de pourcentage à 14 points de pourcentage. Alors on observe aussi ce phénomène-là pour les femmes qui sont avec un niveau d'études moyen ou plus faible, mais lorsque là, on contrôle pour le secteur d'activité ou le type d'occupation, on voit que cet effet à avoir recours au temps partiel se réduit. Ce qui implicitement nous indique que, en fait, les femmes qui auront un niveau d'études plus faible ou moyen vont directement se diriger vers des secteurs qui permettent d'avoir recours à ce temps partiel. Alors, dans un second temps, en plus de l'analyse au niveau de l'emploi et du recours au temps partiel, nous avons aussi essayé d'analyser vraiment l'effet sur les perspectives de carrière des hommes et des femmes. Alors pour faire ça, nous allons regarder la probabilité qu'ont les gens à atteindre des postes à supervision ou des postes de manager. Alors,
Dans nos enquêtes sur les forces de travail, nous avons une variable qui nous permet de savoir si une personne, lorsqu'elle exerce son emploi, a des responsabilités de supervision, donc a une équipe à diriger. Alors, si on regarde simplement les statistiques descriptives, donc qui sont simplement la moyenne du nombre de personnes qui ont ce type de poste, de nouveau en vert pour les hommes et en jaune pour les femmes, on voit qu'il y a un certain écart de genre, mais il ne semble pas y avoir un lien direct avec la parentalité, puisque cet écart s'accentue de façon linéaire au fil des années et n'apparaît pas nécessairement au moment où les personnes sont en âge d'avoir des enfants. Alors ça est confirmé par les résultats que l'on obtient au niveau économétrique, donc lorsqu'on contrôle pour toute une série d'autres caractéristiques. Devenir mère aura une certaine incidence sur la probabilité d'avoir un poste à supervision, puisque ça réduit cette probabilité de 1 point de pourcentage, donc ce qui est plus ou moins restreint. Et cette pénalité disparaît lorsqu'on contrôle pour le secteur d'activité ou le type d'occupation. Cela sous-entend de nouveau que les femmes vont automatiquement se diriger vers des secteurs ou des occupations pour lesquels il y a moins souvent cette possibilité d'avoir des postes à supervision. Alors pour les hommes, le fait de devenir père est plutôt un signal positif. Donc ils vont avoir une probabilité plus grande cette fois-ci d'avoir ce type de poste à supervision qu'un autre homme qui, lui, n'aurait pas d'enfant. Alors, en plus de l'analyse ici de la parentalité en tant que telle, on a aussi regardé ce qu'il se passait en termes d'écart de genre. Et là, ce qu'on voit, c'est que en contrôlant pour des caractéristiques personnelles telles que le niveau d'éducation, le type de profession exercée, le secteur d'activité, l'âge, etc., on se rend compte qu'une femme aura 14 points de pourcentage de probabilité en moins d'avoir accès à ces postes à responsabilité. Et l'écart est toujours significatif, même lorsqu'on regarde au sein d'un même secteur ou au sein d'une même profession. Alors, plus que uniquement avoir accès à un poste à supervision, comme le disait Véronique en introduction, on voit aussi qu'il y a des difficultés pour les femmes à atteindre des postes de top management. Donc, c'est ce qu'on a regardé également avec les données sur les enquêtes force de travail, où là, on voit que 8% de la population en emploi sont des managers et parmi eux, on a uniquement 33% qui sont des femmes. Alors de nouveau ici, ce qu'on trouve comme résultat, c'est que ce n'est pas tant la maternité en soi qui va avoir un effet négatif sur cette probabilité d'atteindre des postes plus élevés, mais plutôt les décisions qui sont prises et qui y sont indirectement liées. Notamment, si on regarde pour le secteur d'activité, l'écart entre hommes et femmes se réduit fortement. Donc, ça signifie que les femmes vont se diriger vers des secteurs d'activité pour lesquels il y a moins souvent de possibilités d'avoir des postes de manager. Deuxième chose, on l'a vu en début de présentation, lorsqu'elles deviennent mères, les femmes ont plus souvent recours au temps partiel. Ici, nos résultats montrent que lorsqu'on tient compte du fait qu'il y a ce recours au temps partiel, les écarts de genre se réduisent de nouveau. Et donc, le fait d'avoir eu recours à ce temps partiel explique en partie pourquoi les femmes auront moins accès aux postes de manager. Alors, ce qu'on a voulu regarder aussi, c'est au sein des personnes qui ont un poste de management, quels sont les types de managers qui sont pris selon qu'on soit un homme ou une femme. Et là, les résultats sont assez interpellants et feront écho à ce que Maud va vous présenter dans une minute en termes de normes sociales. C'est que même au sein des personnes qui ont un poste de manager, on retrouvera plus facilement les hommes dans les postes de CEO ou de directeur, et à l'inverse, on retrouvera plus facilement les femmes dans le secteur des services ou dans l'ORECA, par exemple.
Voilà, donc comme Céline l'a montré, les hommes et les femmes font des choix différents quand ils deviennent parents. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on observe ces choix différents. Donc, longtemps, les économistes ont considéré que les choix qui étaient opérés par les hommes et les femmes découlaient de préférences ou d'avantages comparatifs différents. Donc, par exemple, les femmes choisiraient de s'occuper des enfants parce qu'elles auraient une préférence ou un avantage comparatif à le faire relativement au père et relativement à un travail rémunéré. Et puis, la sociologie a amené une vision nouvelle où ces choix découlent des normes sociales. Alors, les normes sociales, elles vont dicter quel est le comportement approprié selon le genre de l'individu. Donc, un bon père va subvenir aux besoins de sa famille, une bonne mère va s'occuper de ses enfants. Donc, les personnes qui veulent aller à l'encontre de ces stéréotypes vont subir une pression de la part de la société, une forme de pénalité non financière. Et pour éviter cette pénalité, la plupart des gens vont se conformer à ces normes. Et on se rend compte que finalement, et les normes sociales et l'environnement familial vont jouer un rôle majeur dans la préférence des femmes pour la famille au détriment de la carrière. Donc pour être une bonne mère, les femmes vont faire des choix qui vont les pénaliser en termes de carrière et Céline vient de le montrer très nettement et très clairement. En termes de participation au marché du travail, certaines femmes, quand elles deviennent mères, vont décider de réduire leur temps de travail, d'autres vont même interrompre leur carrière. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que ces choix vont s'opérer même bien avant la parentalité ou bien avant l'entrée du marché du travail. On va l'illustrer dans un instant, mais certaines femmes vont même anticiper ce rôle qu'elles auront à jouer plus tard et par exemple s'orienter dans le choix de leurs études vers des domaines d'activité et des occupations qui après leur permettront d'assumer ces responsabilités familiales. Alors, pour certaines personnes, ces différences de comportement et de choix découlent de traits psychologiques différents entre les hommes et les femmes. Donc, par exemple, les femmes seraient plus sensibles, elles seraient plus maternelles. Les hommes, eux, seraient plus rationnels. Ils auraient un goût pour la compétition ou pour le risque plus marqué. Ce sont des stéréotypes de genre qui sont souvent inconscients, qui sont partagés au sein de la société, tant par les hommes que par les femmes. Mais la question à se poser, évidemment, est de savoir si ces différences sont innées ou acquises. Et en réalité, la littérature nous montre qu'il y a très peu de différences dans les traits psychologiques des hommes et des femmes et que ces différences, en fait, elles sont socialement construites. Alors, comme on vient de le dire, hein, les choix qui sont opérés par les hommes et les femmes sont différents et ils se marquent relativement tôt dans la vie. Ici, on a un graphique qui illustre les choix qui sont opérés par les jeunes en ce qui concerne le domaine d'études pour la formation supérieure. Et donc, ce graphique illustre les domaines pour lesquels les femmes sont sur ou sous-représentées relativement aux hommes. Et donc, on constate que les femmes se concentrent dans le domaine de la santé et de l'éducation. Par contre, elles sont sous-représentées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou dans l'ingénierie. Et évidemment, ces choix vont après se refléter dans l'emploi par secteur d'activité avec des conséquences en termes d'opportunités de carrière et en termes de revenus. Si maintenant on s'intéresse au temps qui est consacré, non pas uniquement au travail rémunéré, mais aussi au travail non rémunéré et aux loisirs, on observe à nouveau des différences importantes selon les genres. On a un graphique qui illustre ici pour quelles activités les femmes vont consacrer plus ou moins de temps relativement aux hommes au cours d'une journée standard. Et on voit effectivement que les femmes vont passer et consacrer moins de temps au travail rémunéré. Elles vont aussi consacrer moins de temps au loisir. Par contre, vont passer plus de temps à s'occuper des enfants et aux tâches domestiques, qui sont donc des activités non rémunérées. Et la crise Covid a illustré la persistance de cette différence de genre quant au partage des rôles au sein du ménage. Lors de la fermeture des écoles et des systèmes de garde d'enfants, au début, durant la première période de confinement, on a effectivement constaté que la majorité des tâches additionnelles qui découlaient de ces mesures étaient assumées par les femmes, sauf dans le cas, bien sûr, où elles étaient occupées dans un secteur essentiel. Alors, les pouvoirs publics
vont mettre en place différentes politiques pour lutter contre la discrimination, pour réduire les écarts de genre ou plus globalement pour faciliter la combinaison travail et famille. Alors, les quotas sont des politiques qui peuvent être utilisées pour réduire les inégalités. Et ce sont aussi des politiques qui sont controversées et dont les effets sont relativement limités, puisqu'ils se limitent généralement à l'organe visé dans l'entreprise et on ne constate pas d'effet de contagion aux autres niveaux de l'entreprise. Un autre effet négatif des quotas, c'est que les personnes qui sont engagées via ce dispositif peuvent être vues comme moins compétentes, voire même illégitimes dans leurs fonctions. Alors, d'autres politiques sont mises en place pour faciliter la combinaison travail et famille. C'est le cas des interruptions de carrière et des congés thématiques comme les congés parentaux. Mais ce sont aussi des politiques qui vont avoir des effets négatifs sur la carrière. Concrètement, d'une part, parce qu'ils vont réduire l'expérience accumulée et donc avoir aussi un effet à la baisse sur la rémunération. Et d'autre part, parce que l'utilisation de ces dispositifs peut être perçue par l'employeur comme un signal de moindre attachement au marché du travail. Et dans les faits, ce qu'on constate, c'est que ce sont majoritairement les mères qui vont utiliser ces dispositifs et au final, ils vont renforcer les stéréotypes de genre. Alors, d'autres politiques telles que le télétravail et les horaires flexibles ont aussi pour objectif et peuvent faciliter la combinaison travail et vie privée, mais ils sont aussi associés à des préjugés négatifs de la part de l'employeur. Et en outre, au sein du ménage, la femme pourrait être perçue comme plus disponible pour les tâches ménagères, ce qui pourrait encore renforcer les déséquilibres au niveau de la répartition des tâches au sein des couples. Alors, l'offre de services de garde d'enfants est un dispositif qui peut aider les femmes à rester actives sur le marché du travail sans les effets négatifs qu'on vient de citer pour les autres dispositifs. Mais pour être efficaces, ces services doivent répondre à plusieurs conditions. La première, c'est d'être disponible en nombre suffisant. La deuxième, c'est d'être abordable pour tous. Et la troisième, c'est évidemment que les heures couvertes permettent d'assumer un emploi à temps plein pour les deux membres du couple. Et ça ne concerne pas uniquement les enfants d'âge préscolaire. En Belgique, les horaires scolaires font que c'est relativement difficile de combiner au quotidien famille et travail. En conclusion, aujourd'hui, devenir mère a toujours un impact négatif sur la carrière et cet effet va être différent selon le niveau d'éducation. Pour les femmes faiblement diplômées, le choix sera plutôt de quitter le marché du travail, tandis que les femmes hautement diplômées, elles, vont plutôt préférer réduire leur temps de travail. Si à ces choix, on ajoute les normes sociales, alors les chances pour une femme d'atteindre un poste à responsabilité ou de cadre supérieur sont nettement réduites. Pour les hommes, devenir père est soit neutre, soit un atout pour la carrière. Donc, au final, les politiques qui visent à faciliter la combinaison travail et vie familiale permettent effectivement aux mères de rester actives sur le marché du travail, mais elles contribuent aussi à accroître les écarts de genre. Donc, pour arriver à réduire ces écarts de genre, il faudrait faire évoluer les normes sociales quant au partage des rôles, tant au sein du ménage qu'au sein du marché du travail. Et ça, évidemment, c'est un processus qui demande du temps et qui peut même s'étaler sur plusieurs générations. Une utilisation du congé parental partagé, comme c'est le cas en Suède, pourrait y contribuer, tout comme une campagne de sensibilisation des femmes aux conséquences de leur choix en termes éducatifs et professionnels. Merci. Merci, je ne sais pas si on me voit là, oui. En tout cas, merci Céline et Maude pour cet exposé très, très intéressant. Nous allons poursuivre donc nos exposés avec un exposé de Patrick Davis de Belfius. Je propose à Patrick déjà de partager le début de sa présentation. La voici.
Voilà, je vais d'abord te présenter, Patrick. Donc, tu es le Head of Human Resources chez Belfius Bank and Insurance. Tu es diplômé donc en master en économie appliquée à l'UCL et puis tu travailles chez Belfius depuis plus de 28 ans. Donc, tu connais très bien la banque. Cette longue carrière t'a permis de travailler dans différents départements et notamment en tant que Chief Information Officer. Et depuis ce début d'année, eh bien, tu es responsable des ressources humaines. Voilà, je te laisse la parole. En effet, merci beaucoup, merci pour cette possibilité de prendre la parole. Et je vais commencer par vous dire que finalement, le titre qui se trouve sur ce premier slide, la diversité, un levier de performance pour l'entreprise de demain, eh bien, est faux, puisque la diversité est déjà un levier de performance pour l'entreprise d'aujourd'hui. Je crois qu'on en est tous conscients quand on est présent à ce type de webinaire. Ce que je voulais vous dire avant tout, et ce que je voulais vous présenter avant tout, c'est vous expliquer qu'en fait, ce qui vient d'être dit est extrêmement bien fondé par nos deux collègues de la Banque nationale. C'est quelque chose contre quoi on veut évidemment lutter si on veut avoir une diversité de genre, si on veut avoir une diversité, si on veut avoir d'ailleurs différents types de diversité. Et on voit ici la façon dont Belfius a tenté d'augmenter l'égalité de la représentation des genres dans ces différents niveaux de management depuis finalement 2015, puisque c'est en 2015 que cette démarche a commencé à être entreprise. Et donc ce que vous voyez sur ce slide, ce sont 4 graphiques. Le premier en haut à gauche, reprenant All, eh bien c'est l'ensemble de notre population non manager, où vous voyez que nous avons une représentation de 47% des femmes. Ce score, ce pourcentage est relativement constant sur l'horizon que nous avons ici montré. Premier niveau de management, c'est celui que vous trouvez juste en dessous, c'est manager. C'est le, entre guillemets, simple fait d'être responsable hiérarchique. Vous voyez qu'il y a à peu près 500 personnes qui ont un rôle de responsabilité hiérarchique au sein de Belfius Bank. Et dans cette population-là, on est parti d'un score à peu près de 24%. On est aujourd'hui à 36% de femmes qui sont, à 36% des managers qui sont des femmes. On augmente encore d'un petit niveau dans les responsabilités hiérarchiques et on arrive au sein de ce que nous appelons chez Belfius la population des key executives. En fait, c'est le premier niveau de management au-dessus de notre niveau cadre, où on recherche en général à la fois une expertise personnelle, mais aussi bien souvent une expertise technique. Et on voit aujourd'hui qu'on en est arrivé à 30% de personnes, donc de ces key exécutifs qui sont des femmes. Alors on voit que ce niveau croît moins rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'il croît moins rapidement? Parce que on se rend compte qu'en fait, amener des personnes au niveau d'expertise qui est quelque chose qui prend plus de temps. Et donc, les mesures qui vont viser à promouvoir des femmes dans ces domaines vont aussi être des mesures qui prennent plus de temps à démontrer leurs effets. Et donc, on voit ici vraiment l'importance de, quand on veut mener une politique de diversité, d'avoir une politique qui se déroule sur des années. Il ne s'agit pas de choisir des femmes juste parce qu'elles sont des femmes, évidemment. Il s'agit de choisir des femmes parce qu'elles sont les plus compétentes pour faire le travail. Et ça veut dire qu'il y a tout un travail de préparation qui est nécessaire quand le niveau qui est requis est ici un niveau à la fois d'expertise technique et de management. Et puis on le voit, le dernier niveau, ce sont nos seniors exécutifs, donc 125 personnes sur la population de Belfius. Et donc là, on est aujourd'hui à 42% de femmes reprises au sein de cette population, venant d'à peu près, venant de 19% en 2015 quand on a commencé. Alors, c'est bien d'avoir ces chiffres. Quels sont nos objectifs? Vous les voyez, ils sont à chaque fois indiqués en vert et en bleu. Notre objectif pour cette année est d'avoir 38%
de femmes dans chacune de ces catégories. Alors, pour la catégorie des key exécutifs, il est clair que ce sera un défi à plus long terme et que là, nous visons, comme dans les autres domaines, d'obtenir à l'horizon 2025 44% de femmes dans chacun de nos domaines. Pour le faire, c'est un objectif constant et on va venir évidemment sur le pourquoi et le comment de ces différentes choses. Notez en tout cas que cet objectif est un objectif qui se trouve, si vous voulez, dans la feuille d'objectifs de ce qu'on appelle chez Belfius le management contract de l'ensemble des membres des comités de direction, de l'ensemble des seniors exécutifs et de l'ensemble des key exécutifs. Donc cet objectif-là a été donné à toutes les personnes qui font partie du management au sens large, de façon à pouvoir nous assurer que ce soit un objectif, une préoccupation, c'était le mot que je cherchais, une préoccupation partagée par l'ensemble de management. Alors, pourquoi est-ce que nous pensons et pourquoi est-ce que nous voulons cette diversité? Nous avons pour ce faire au moins 5 raisons. Alors, la première raison, c'est que tout simplement, l'égalité, ce n'est pas une décision de management. L'égalité, c'est une réalité. Nous sommes égaux. Point à la ligne, sans discussion. Et donc, vouloir traduire cette égalité au sein des différents niveaux de management, ce n'est rien d'autre qu'un aspect de justice sociale absolument évident. D'autant plus qu'il est évident aussi que cette combinaison de personnes va nous aider à atteindre des succès. Et je pense que ça a déjà été expliqué, que dans de nombreuses analyses et dans de nombreuses études, on voit combien ces deux paramètres, la diversité, est corrélée. C'est d'ailleurs la deuxième raison pour Belfius de viser cette diversité, c'est qu'aujourd'hui, on le sait par les études, même si un panel, une équipe diversifiée, et que ce soit de la diversité de genre, de la diversité d'origine, de la diversité de culture, de la diversité de point de vue, peu importe laquelle, on sait que cette diversité va amener une prise de décision qui va être parfois plus conflictuelle, qui va être parfois un peu plus longue, qui va être plus difficile à obtenir, mais on le sait, toutes les études le montrent, elles vont outperformer de façon significative des teams beaucoup plus homogènes. C'est une deuxième raison évidente pour vouloir viser cette diversité. La troisième raison, c'est que nous sommes convaincus que le fait de faire se rencontrer différentes générations, cette fois, donc là on ne parle plus de diversité de genre, mais on parle bien de diversité dans les âges, est quelque chose qui apporte là aussi beaucoup de valeur. Alors, ce qui est écrit ici, every generation has its added value and difference in age are not important. Honnêtement, c'est sympathique de l'écrire, mais honnêtement, c'est faux. Alors, c'est vrai, bien sûr, d'un point de vue de l'employeur qui a cette conception. Par contre, je constate qu'au sein des employés, c'est extrêmement difficile de faire en sorte que les générations, et certainement les générations les plus extrêmes, parviennent rapidement et spontanément à percevoir la valeur des autres générations. Je constate encore régulièrement que la jeune génération a tendance à pousser les stéréotypes vers la génération la plus âgée et vice-versa. Aujourd'hui, pour les faire travailler ensemble, bien plus encore que dans la diversité de genre, les faire travailler ensemble demande de ces personnes d'avoir une certaine approche et une certaine volonté d'ouverture. C'est pour ça qu'au sein de Belfius, on a mis aussi en place un certain nombre d'initiatives. Par exemple, une de ces initiatives s'appelle les Bridge Builders, les constructeurs de ponts, qui visent justement à faire en sorte de faire se rencontrer ces deux générations pour qu'elles puissent se rendre compte du fait que leur diversité est finalement un atout et qu'on en revient à ce que je vous disais, que le fait de les faire travailler ensemble va les amener à aller plus loin. La façon dont on réalise ça, c'est en les faisant travailler, en les faisant rencontrer des associations du secteur social au sein de Bruxelles qui leur permettent à ce moment-là de travailler avec leurs points de vue différents,
de personnes plus jeunes, de personnes plus âgées, pour se focaliser sur la façon dont elles pourraient apporter quelque chose et dont elles peuvent apprendre quelque chose à ces activités du domaine social. Quatrième raison de vouloir de la diversité, c'est tout simplement parce que nos clients aussi représentent cette énorme diversité et que si nous voulons pouvoir comprendre les besoins de nos clients, nous avons besoin de cette diversité au sein de notre population d'employés. Vous voyez ici les chiffres qui montrent la population, la répartition de population au sein de la région bruxelloise. Si nous nous contentons d'avoir une population dans nos employés qui est belge, d'origine belge, eh bien, il est évident que nous manquons d'avoir un œil et que nous manquons de percevoir des besoins de l'énorme majorité de la population de la région bruxelloise aujourd'hui. Donc, si on veut comprendre nos clients, il est évident que nous devons pouvoir montrer au sein de notre personnel la même diversité que celle qui existe au sein de notre clientèle. La dernière raison, c'est qu'on peut trouver différents cercles vertueux liés à tout ça. Alors, le premier cercle vertueux part de la diversité et va en direction du bien-être. Il est clair qu'à partir du moment où on a une politique ouverte vis-à-vis de la diversité, à partir du moment où on l'accueille avec plaisir, le bien-être de ses collaborateurs augmente. Et vous savez comme moi que bien-être et performance sont largement corrélés. Et il est clair qu'à partir du moment où cette diversité est représentée par des gens performants, il sera d'autant plus facile d'augmenter cette diversité. Ça, c'est un premier cercle vertueux qui part de la diversité vers le bien-être et vers la performance. Mais il y en a un qui va aussi dans le sens contraire. On a montré que la diversité permet d'augmenter la performance. Je vous l'ai encore montré dans un des slides précédents. La diversité permet d'augmenter la performance. Il est clair aussi que des gens qui sont performants se sentent mieux dans leur peau. Et à partir du moment où ils se sentent mieux dans leur peau, ils sont aussi plus enclins à accepter de la diversité. Donc, vous voyez qu'on a un deuxième cercle vertueux qui fonctionne dans l'autre sens. Être conscient de ce cercle qui fonctionne dans les deux directions, c'est vraiment quelque chose qui nous amène aussi à rechercher cette diversité de façon active. Alors, c'est bien de vouloir la chercher de façon active, mais comment est-ce qu'on veut la mettre en place, cette diversité? Nous sommes convaincus qu'il est évident qu'il n'y a qu'une seule bonne façon de le faire, et ce n'est pas de l'intégration, mais c'est bien de l'inclusion. C'est faire en sorte que ce que nous sommes soit transformé par ce que chacun peut nous apporter et va nous apporter. C'est en ça que nous voulons mener une politique inclusive, que ce soit au niveau de l'âge, du genre, des origines culturelles, etc. Comment est-ce que nous l'avons mise en place, cette politique? Alors, la première, c'est qu'on est convaincu que le sponsorship doit commencer par le top management. Le CEO est le président du comité de pilotage sur la diversité. Alors, il faut savoir que le CEO est probablement président de 4 ou 5 comités de pilotage sur l'ensemble des activités de la banque. Donc, le fait qu'il le soit sur la diversité est déjà un statement extrêmement puissant vers l'ensemble du personnel, mais c'est aussi évidemment une garantie de l'intérêt de l'ensemble du top management par rapport à ceci. La deuxième chose, c'est de comprendre aussi que cette diversité, c'est évidemment quelque chose que nous cherchons à l'intérieur, mais c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'entreprise citoyenne, nous pouvons aussi pousser vers l'extérieur. Par exemple, nous avons lancé des fonds d'investissement qui sont spécifiquement investis dans des entreprises qui font la part belle au management féminin. C'est un fonds qui s'appelle Women, et donc ce qu'on veut faire, c'est avec nos produits montrer vers l'ensemble de la société publique, montrer la valeur de la diversité de genre. Même chose, par exemple, dans différents codes de conduite que nous avons vis-à-vis du procurement, et donc de l'ensemble des achats que nous faisons, où là aussi, en tant qu'entreprise citoyenne, nous avons poussé la volonté de diversité en imposant
à nos fournisseurs d'avoir un certain nombre de répondre à un certain nombre de contraintes et d'objectifs par rapport à tout cela. Évidemment, on veut adresser la diversité à différents niveaux et je dois bien avouer qu'il y a des diversités qui sont plus faciles à mesurer que d'autres. Autant il est facile de mesurer la diversité de genre, autant il est facile de mesurer la diversité de génération, autant il est compliqué de mesurer la diversité au niveau des backgrounds culturels. Autant il est parfois touchy de tenter même de mesurer la diversité au niveau des ethnies. Et donc aujourd'hui, il est clair que pour certaines diversités, nous pouvons facilement nous donner des objectifs chiffrés, quantifiables et donc mesurables. Pour d'autres diversités, il est certain que nous devons beaucoup plus travailler sur des approches plus soft qui vont avoir un objectif d'apporter des choses sans que nous soyons aussi bien en mesure de définir où nous sommes exactement arrivés quand il s'agit par exemple de diversité ethnique. L'important, c'est, et on l'a vu dans la présentation qui vient d'être donnée aussi, de ne pas seulement avoir un discours, de ne pas seulement avoir des pratiques, mais aussi d'avoir des mesures très concrètes au sein de l'entreprise. Et nous sommes quand même aperçus que le fait de mettre en place du temps partiel, hein, du travail à 80 à 90%, même pour nos niveaux de management les plus élevés, la possibilité de donner à chacun la possibilité d'avoir du congé sabbatique quand il a envie de prendre une pause, c'est quelque chose qui permet réellement la diversité de genre, la diversité dans les âges, et ce sont des mesures très concrètes dont on voit qu'elles ont un réel impact d'ouverture. Et je suis entièrement d'accord de dire que ça peut parfois encore être perçu par certains comme l'employeur qui va regarder ça en se disant « Tiens, peut-être que cette personne est moins impliqué dans son travail ». Je constate aujourd'hui que quand le management regarde cette possibilité de travail à temps partiel, cette possibilité de sabbatical avec une vision positive et qu'elle communique positivement autour de cela, on voit très rapidement que ces pratiques peuvent se développer et peuvent réellement soutenir une démarche de diversité dans les genres et dans les âges ici principalement. Dernier point sur lequel je voulais aborder avec vous, c'est la manière de le structurer et de l'approcher. Le point initial pour moi a été la gouvernance. En 2015, on a commencé avec ce comité de pilotage destiné à la diversité. Chaque année, ce comité a poursuivi son travail en fixant des ambitions, en veillant à leur alignement, en prenant toutes les décisions communes, en requérant, en obtenant des budgets, en mettant en place des actions, en communiquant énormément, puisque une grande partie du travail est évidemment un travail de conviction au-delà des possibilités concrètes qui sont mises en place. Et je pense que la continuité de cet organe de pilotage sur une période de temps relativement longue maintenant est certainement un aspect extrêmement important du succès que nous rencontrons aujourd'hui dans cette diversité. Le monitoring, je pense que j'en ai déjà parlé, les analytics, ne pas se contenter d'impressions, mais essayer de mesurer un maximum de choses, c'est évidemment là aussi un objectif primordial. Et puis communiquer à l'intérieur, bien évidemment, savoir que c'est possible, montrer que c'est souhaité, montrer que c'est un véritable avantage, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais assez. La communication interne, pour moi, est vraiment un levier extraordinaire pour que chacun se sente réellement respecté au quotidien dans toutes les différences qu'il peut démontrer. Et puis finalement, la communication externe, parce que entendre ce qui se passe autour de nous, c'est évidemment quelque chose qui nous permet d'aller plus loin, mais d'autre part aussi, témoigner de ce que nous faisons est une façon pour nous également d'être une entreprise citoyenne. Voilà, ceci clôture l'intervention que je voulais avoir avec vous. Sachez en tout cas qu'un temps de questions est prévu à la fin des différents exposés et je vous rends l'écran et la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Davis, c'était super intéressant. Maintenant, je vais laisser la parole à Sarah Ndaï-Rouquier, qui va donc nous parler de l'expérience au niveau de la Banque nationale de Belgique. Mais je vais d'abord te présenter, Sarah. Tu es conseillère au niveau du département des ressources humaines en charge de la diversité et de l'inclusion, donc à la BNB, ingénieure commerciale de formation. Tu as aussi un diplôme en certificat de management et philosophie de l'ULB. Ta carrière s'est déroulée principalement dans le domaine banquier et financier. Tu as travaillé chez BNP Paribas Fortis et puis chez AGF Alliance. Ensuite, tu as rejoint la CBFA et la BNB en tant que conseillère en politique prudentielle. Et c'est depuis 2019 que tu occupes donc le poste de conseillère en charge de la diversité et de l'inclusion au sein du département donc des ressources humaines. Voilà, Sarah, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Véronique. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation entre-temps. Non, je ne la vois pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ok, j'ai commencé à la partager, mais visiblement, elle n'apparaît pas. Je vais essayer de reprendre la main. Est-ce que maintenant vous la voyez? Ça va apparaître, oui. Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez le plein écran? Je ne vous entends pas. Ça va, c'est bien. C'est bien? Voilà. Mais c'est pas en mode plein écran. Oui, c'est ça que je me demandais si vous voyez bien le plein Non, écran, non, mais pas visiblement, j'ai un souci pour passer. Voilà. Est-ce que vous voyez en mode plein écran? Arrivé, je suppose. Je n'ai pas de retour. Vous voyez en mode plein écran? Non, pas encore, mais Non. on peut avancer comme ça, hein, c'est pas grave. Oui. Oui, j'ai fait le share. Mais, Présentation a disparu là. oui. Voilà, le plein écran, c'est parfait. Ah, voilà. Voilà, je te laisse la parole. Donc voilà, pour ma part, je vais vous présenter en 10 minutes plus ou moins l'expérience de la diversité et de l'inclusion à la Banque nationale, qui est une expérience relativement récente, hein, puisque nous avons commencé à nous intéresser vraiment au sujet à partir de 2018. L'intérêt en fait de cette petite présentation par rapport à ce qui a été présenté avant, c'est qu'on est ici dans une institution qui a une mission qui est complètement différente d'une entreprise commerciale. Et donc, quand on reprend les 4 missions de la Banque nationale, qui est, je le rappelle en 2 mots, la stabilité des prix, assurer la stabilité du système financier, l'efficacité du système de paiement et produire des données et des analyses économiques et financières. On ne retrouve pas en fait dans ces missions l'aspect commercial, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici de rentabilité, recherche de rentabilité financière. Nous n'avons pas non plus à proprement parler de clients ou de parts de marché à acquérir ou a priori de produits à développer. Donc, on est dans un cas de figure qui est un peu différent que des autres entreprises. Et pourtant, on s'est quand même intéressé au sujet de la diversité et de l'inclusion à la Banque nationale. Alors, cette demande est d'abord venue du comité de direction qui a fait le constat effectivement que malgré, je dirais, une impression qu'il n'y a aucune discrimination au sein de l'entreprise et aucun frein apparent, on avait très peu de femmes au niveau du management et plus on montait dans l'entreprise, plus le taux le pourcentage de femmes était faible. Et donc, c'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de diversité? Mais avec ce que je viens d'expliquer précédemment, on peut se demander, tiens, mais pourquoi est-ce que c'est simplement, je veux dire, la cerise sur le gâteau ou pour faire bien qu'on veut aussi afficher comme tout le monde plus de diversité et d'inclusion?
En fait, on entend parfois sur certains articles ou dans certaines conversations qu'il n'est pas besoin de prouver qu'il y a une réelle rentabilité avant de se mettre en quête de plus de diversité au sein de l'entreprise. Pour ma part, j'aimerais bien croire que c'est vrai, qu'il n'y a pas besoin de se poser la question et de développer un business case, mais dans les faits, on voit bien que le chemin vers plus de diversité est souvent semé d'embûches et que si on peut penser qu'effectivement, il suffit de vouloir l'égalité et la non-discrimination pour avoir plus de diversité, il suffirait de le vouloir pour que ça se passe. Dans les faits, ça ne se passe pas. D'abord, je pense parce que l'échelle de valeur n'est pas la même pour tout le monde et également parce qu'il est beaucoup plus complexe, comme l'a dit l'intervenant précédent, beaucoup plus complexe de fonctionner dans une équipe où il y a beaucoup de diversité que dans un groupe qui est homogène. Donc, se poser la question du pourquoi, à mon sens, et en tout cas, c'est comme ça que nous l'avons fait à la Banque nationale, avait beaucoup d'intérêt, surtout pour s'assurer au moment plus critique qu'on est toujours bien, qu'on garde toujours bien le bon cap et qu'on va tous dans la même direction. Alors, quel est-il ce business case à la Banque nationale? Eh bien, même si je disais tout à l'heure que nous n'avons pas vraiment de clients, nous avons par contre intérêt à garder la confiance du public parce que, vu les missions que nous avons, c'est une mission d'intérêt public, nous avons intérêt à ne pas nous afficher comme une élite dans sa tour d'ivoire et effectivement à nous adresser à tout le monde, à être entendu et à être compris de tous. Donc pour nous, il était essentiel de garder la confiance du public et pour cela de s'ouvrir à l'ensemble du public. Et c'était un des premiers motifs qui nous est venu à l'esprit lorsqu'on a réfléchi à ce business case. Une deuxième chose, c'est qu'en tant qu'entreprise, nous subissons aussi, comme les autres entreprises, les effets de la guerre des talents et nous voulons aussi attirer de nouveaux talents. Or, les talents, on le sait, sont divers et nous avons tout intérêt non seulement à ouvrir nos horizons, mais aussi à nous assurer qu'il n'y a pas de frein qui empêcherait certaines personnes à postuler à la Banque nationale. Et de même, dans nos processus, il n'y a pas de biais qui serait un frein à recruter certains profils. Donc, cet aspect de guerre des talents est très important également pour nous. Mais ceci étant dit, si on ne veut pas se contenter de chiffres et donc de vouloir afficher une plus grande diversité, mais si on veut vraiment valoriser cette diversité au sein de l'entreprise, il nous est paru essentiel à ce que chacun puisse apporter sa contribution avec ce qu'il était, avec toute sa diversité, avec toutes ses caractéristiques, avec son background, avec ses expériences de vie. Et en cela, nous nous sommes beaucoup aussi intéressés à l'aspect sécurité psychologique. Donc, nous mettons un point d'honneur pour le moment, notamment à la Banque nationale, à développer cette sécurité psychologique pour que chacun et chacune puisse apporter ce qu'il a apporté et contribuer à la mission de l'entreprise. Et donc ici, on est vraiment dans l'inclusion. Et autant au début de l'exercice de réflexion, nous étions partis sur l'hypothèse, tiens, nous voulons plus de diversité, autant au fur et à mesure de cette réflexion, nous nous sommes rendus compte, mais finalement, l'inclusion, non seulement elle est nécessaire, elle est d'ailleurs indispensable si on veut garder ces nouveaux talents, mais elle est aussi bénéfique pour toutes et pour tous. Donc ça, c'était un des points clés de notre business case. Et enfin, et surtout, nous voulions que toutes les personnes puissent contribuer à augmenter l'intelligence collective de l'entreprise, parce que nous sommes convaincus que c'est vrai qu'avec un groupe homogène, on va plus vite, mais on va souvent plus vite dans la même direction, alors qu'avec un groupe beaucoup plus mixte, on évite le groupthink et on peut à ce moment-là envisager d'autres voies, d'autres solutions. Et dans un monde en pleine mutation tel que nous le connaissons aujourd'hui, cela nous paraissait bien sûr essentiel. Donc, sur ces deux points, que chacun puisse se développer l'intelligence collective, là, je crois qu'on touche vraiment à ce qui est la culture de l'entreprise. Et je me souviens, lorsque nous avons fait nos premières présentations au comité
comité de direction sur les recommandations pour mettre en place une politique de diversité, ce qui nous est venu à l'esprit, c'est vraiment don't fix the woman, fix the organization. Donc vraiment, il y a vraiment un besoin de changement de culture si on veut intégrer et profiter pleinement de cette diversité. Et enfin, forcément, nous émettons des recommandations, nous avons des contacts avec les autres banques centrales, nous surveillons les institutions financières et nous devons par là également d'être un exemple et de rester crédible. Et cet élément nous paraissait aussi essentiel dans notre business case. Alors voilà, je pense que l'intérêt d'un business case, c'est aussi de fédérer tout le monde autour d'un objectif. Et lorsqu'à la Banque nationale, nous avons entamé un grand exercice de réflexion, de brainstorming autour de nos valeurs et de ce qu'on voulait mettre en avant pour les années à venir et donc de la stratégie, on a vu que dans ces brainstorming, le mot diversité est vraiment revenu souvent, ce qui nous a permis vraiment de placer la diversité au cœur de la vision, de la mission et des valeurs de l'entreprise, et je dirais même au cœur de l'exercice stratégique que nous avons mené récemment. Donc là, je pense que le fait d'être passé d'abord par le business case nous a permis de vraiment d'ancrer la notion de diversité au sein de tous les nouveaux projets de l'entreprise. Alors, une fois que le business case a été écrit, il s'agit de le concrétiser dans un plan d'action. Et une première chose qui a été faite, c'est de partir sur le principe qu'on voulait se fixer des objectifs, notamment pour être sûr qu'on garde le cap et surtout qu'on progresse. Et donc ici, lorsqu'on parle de la diversité liée au genre, qui est en fait le premier focus que nous avons mis, non seulement parce que c'est une diversité qui se mesure plus facilement, mais c'est parce qu'il y avait aussi une urgence. Et puis quand on parle aussi des femmes, on doit quand même se souvenir qu'il ne s'agit pas d'une minorité, mais bien d'une majorité. Donc, les objectifs que nous avons fixés, ce ne sont pas vraiment des quotas, dans le sens où, bon, on peut jouer sur les mots, ce sont des targets, mais aussi, surtout, nous les avons exprimés en termes de flux. On veut dire par là qu'on a fixé comme objectif de recruter, dans nos recrutements, d'avoir 40% de femmes minimum et aussi dans les processus de promotion, d'avoir 40% de femmes au minimum. Cela veut dire qu'on ne veut pas nécessairement se focaliser sur le but à atteindre, mais que dans le flux naturel des nouveaux arrivants et des promotions, on soit très attentif à la proportion de femmes avec un minimum qui tient compte de notre réalité également, qui est un minimum de 40%. Pour atteindre ces objectifs, bien évidemment, il nous a fallu mettre en place des actions concrètes. Nombre de ces actions, en fait, s'inscrivent dans les processus HR et plus spécifiquement dans les processus de recrutement et de promotion. On a bien sûr eu des formations pour les équipes de recrutement, pour les équipes de nos HRBP. On a eu des sensibilisations sur l'inclusion, mais également aussi la mise en avant de rôles modèles, parce qu'évidemment, quand on est dans une institution où il y a peu de femmes au plus haut niveau, il est important de mettre en avant des rôles modèles pour que les femmes puissent s'identifier à l'entreprise et au rôle de manager et se sentent à l'aise pour postuler lorsque des possibilités de promotion s'offrent à elles. Et ce que je dis là est également valable pour les autres groupes les moins représentés. Nous avons également mis un focus sur la communication inclusive. Nous favorisons les carrières flexibles et également dans les projets comme le New Way of Working, nous sommes très, très attentifs à la diversité car nous savons, d'ailleurs, ça a été aussi répété par Céline et Maud au début, que le télétravail, par exemple, n'est pas d'office plus favorable aux femmes tel qu'on pourrait le penser a priori. Donc, nous sommes aussi très attentifs à cette dimension. Donc voilà un peu un exemple des actions que nous avons mis en œuvre pour augmenter la diversité et l'inclusion. Et tout ça grâce aussi à une structure de gouvernance
qui repose sur plusieurs piliers qui sont assez complémentaires. En fait, on a mis en place ce qu'on appelle un D&I Council, qui est en fait plutôt un observatoire de la politique de diversité à l'intérieur de la banque. Alors, ce D&I Council est composé de 8 personnes, dont 4 qui sont permanentes, et il est présidé par le gouverneur avec le responsable de la communication et le responsable de la gestion du personnel. Et il y a 4 personnes qui sont issues des ambassadeurs et des ambassadrices de la diversité qui, à tour de rôle, tous les 2 ans, viennent défendre aussi les valeurs de la diversité dans le Diversity Council. Alors moi-même, j'assume le rôle de D&I Manager, c'est-à-dire que je dois proposer et m'assurer de la mise en œuvre du plan d'action. Et comme je viens de le dire, nous avons les ambassadeurs de la diversité qui, eux, sont un peu nos porte-parole, qui promeuvent la diversité et également qui participent à ce changement de culture. Et puis enfin, une dernière chose, nous aimons aussi nous engager vis-à-vis de l'extérieur. C'est un peu un challenge parce que ça nous oblige à regarder ce que font les autres, à faire au moins aussi bien, aussi à profiter des bonnes pratiques et à se fixer de nouveaux challenges et de rester aussi en contact avec le monde extérieur. Et donc, nous avons pris plusieurs engagements, notamment en devenant membre de Women in Finance ou encore en signant la charte Inclusive Panels assez récemment. Donc, voilà un petit peu l'exemple de la Banque nationale en quelques mots. Et si vous avez des questions, vous aurez effectivement l'occasion de les poser à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sarah. C'était très, très intéressant. Maintenant, je vais donner la parole à Claire Goding, après donc avoir eu une étude sur l'effet de la parentalité, là, hommes et femmes qui sont la carrière des hommes et des femmes, et puis l'exemple de Belfius et l'exemple de la Banque nationale. Claire, je te demanderai de tirer les conclusions de tout ce webinaire. Avant tout, j'aimerais d'abord te présenter. Donc, tu es l'experte diversité, inclusion et autres besoins sociétaux pour le secteur financier chez Febelfin. Tu es également coprésidente de Women in Finance et fondatrice présidente de l'Association belge des managers de la diversité. Juriste de formation, tu as occupé donc différentes fonctions de business et également RH au sein de différents secteurs financiers. Et durant 10 ans, tu as travaillé à la BNP Paribas Fortis et où là, tu étais le Head of Diversity and Inclusion. Eh bien voilà, aujourd'hui, donc tu es vraiment la représentante idéale pour venir conclure notre webinaire. Je te laisse la parole. Un grand merci. Merci à tous les orateurs précédents et effectivement, je vais vous partager mon écran. Je pense que vous devriez… Attendez une petite seconde. Où est-ce que je n'arrive pas? C'est quand même effectivement plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. Donc, pour le moment, vous ne l'avez pas en présentation, je pense. Comment est-ce que je fais ça? Ici, comme ceci? Non, c'est pas ça. Attendez, je vais juste le refaire. On va bien voir. Petite seconde. OK. Donc, quand même l'écran, hein, c'est ce qui paraît logique. Mais du coup, bon, OK, c'est pas un souci. Mettons que simplement, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de reprendre un ou deux points qui ont été abordés dans la première partie. Tout d'abord, une réflexion sur les questions de parentalité dans notre secteur. Donc, une première recommandation, c'est, quelle que soit votre entreprise, vous ne pouvez pas deviner au départ ce que vivent les parents dans votre entreprise. Et donc, ce qui est vraiment idéal, c'est à un moment ou l'autre décider de faire un focus group. Alors, vous pourriez dire, tiens, on va réunir un groupe de jeunes parents, des jeunes papas, des jeunes mamans, on va les mettre ensemble et on va leur demander ce qui va plutôt bien, ce qui va plutôt moins bien. Eh bien, en fait, j'ai tenté l'expérience de différentes façons. J'ai eu l'occasion d'organiser des focus group de jeunes parents en version mixte, avec le mélange des papas et des mamans, très sympa, très drôle. Et puis finalement,
j'ai découvert au moment où j'ai commencé à organiser aussi des focus group avec uniquement des jeunes mamans ou avec uniquement des jeunes papas, qu'à ce moment-là, il y a d'autres sujets qui arrivent sur la table. Et donc, je vous recommande vraiment, si vous voulez comprendre la réalité de ce que vivent les parents dans votre entreprise, en termes d'ambition, en termes de sentiment de se sentir soutenu, en termes de vision pour une carrière, ça vaut vraiment la peine d'organiser des petites réunions, mais plutôt non mixtes, où vous invitez par exemple toutes les personnes qui sont devenues papa ou toutes les personnes qui sont devenues maman dans les derniers mois, avec un mélange total en termes de niveau, etc. Et puis, vous êtes un peu à leur écoute et ça peut vous donner des pistes très intéressantes d'action. Ou alors, vous pouvez évidemment utiliser aussi une enquête anonyme. Je voulais aussi réagir sur le lien que Maud et Céline ont mis en évidence en termes de part-time. Souvent, dans une entreprise, il existe ce qu'on appelle des règles non écrites. Des règles non écrites, par exemple, en matière de part-time, c'est-à-dire des règles qui n'existent pas en fait, mais qui, dans les biais qui existent au niveau du management, on pense qu'elles sont légitimes. Et donc, par exemple, si on ne dit pas le contraire, on peut penser que dans l'entreprise, si vous travaillez à temps partiel, il n'est pas possible pour vous d'accéder à une fonction de management. Ou vous pouvez penser qu'une personne qui revient de congé de maternité, elle a été absente 3 mois, c'est normal de lui donner juste une évaluation satisfaisante. Et donc, c'est vraiment important de comprendre l'existence de ces règles non écrites pour les transformer en règles écrites. Et par exemple, commencer à se dire, en fait, tous nos jobs, sauf exception à justifier, sont accessibles aussi à temps partiel. Quand on parle de temps partiel, on va penser plus, bien sûr, 80 ou 90%. Je voulais aussi aborder la question des quotas ou des smart targets. En fait, ce qui est extrêmement utile quand on met en place ce genre d'objectif, c'est que ça va amener le management, une fois qu'il a identifié ce qu'on va appeler des usual suspects pour un nouveau rôle, d'aller chercher plus loin. Et souvent, par exemple, les femmes qui évoluent plus lentement dans la carrière, à la fois à cause des maternités, à cause des biais, etc., elles vont se trouver souvent 1 ou 2 niveaux plus bas dans la hiérarchie que le niveau où vous les cherchez. J'entendais aussi dans la présentation de Patrick, c'est très intéressant effectivement, lier les objectifs en termes de progression de la diversité aux objectifs individuels du top management et donc souvent au bonus, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Je voulais aussi rajouter 2 mots sur la question du rapprochement des générations. C'est effectivement un gros défi. Je pense qu'il faut paradoxalement, pour rapprocher les générations, dans un premier temps, leur donner la possibilité aussi d'être d'abord ensemble en petits groupes, c'est-à-dire par exemple, pourquoi pas, encourager un réseau interne des plus de 50 ans ou des moins de 30 ans. Hein, on sait aussi que dans un secteur où l'âge moyen est de 46 ans, les moins de 30 ans sont une minorité, clairement. Donc ça peut être intéressant de leur permettre des activités par groupe d'âge, tout en encourageant évidemment des activités communes. Le reverse mentoring aussi est une belle opportunité. Et puis, rendre ces générations plus visibles lors d'événements, notamment dans la communication interne et externe. Alors, pour reparler des reasons why, des raisons de travailler sur les différents volets de la diversité, je voudrais juste faire un zoom sur un volet qui me paraît particulièrement intéressant et pour lequel vous voyez ici que le secteur financier, il a au minimum 6 raisons pour travailler en matière de diversité et d'inclusion, la plupart d'ailleurs qui ont été présentées également tant par Sarah que par Patrick. Mais peut-être un zoom sur cette importance de solliciter l'intelligence collective, en particulier quand on est dans des équipes de décision ou dans des équipes de communication ou dans des équipes de marketing ou dans des équipes de gestion de risque. Et quand j'ai dit ça, j'ai presque couvert tous les secteurs, notamment au niveau financier. Mais effectivement, les équipes plus diverses prennent ensemble des meilleures décisions. Et donc, ceux qui m'ont déjà entendu savent que je fais souvent référence à cette étude de Eric Larson qui a été publiée en 2017 dans le magazine Forbes, mais qui met vraiment en évidence quelque chose que certains ou certaines d'entre vous ont pu parfois mesurer. C'est vrai que si on est une équipe trop homogène, on va avoir tendance à prendre la décision trop rapidement, à être trop facilement d'accord, et donc on se sera posé moins de questions, et par voie de conséquence, on risque d'avoir pris une moins bonne décision.
Effectivement, nous travaillons au niveau secteur. Chez Febelfin, nous avons choisi de mettre le focus sur une approche de secteur parce que finalement, nous constatons que dans l'ensemble du secteur financier, il y a le même mélange de genre, le même mélange d'âge, le même mélange d'origine, que donc partager les pratiques qui marchent d'un côté, marchent de l'autre. Donc, on encourage la création de réseaux. On se rend compte aussi que l'élément de peer pressure est très fort et que donc, quand certaines banques s'engagent, font un pas en avant, ça peut inciter d'autres banques à bouger également. Et donc, si on veut voir ce que nous avons fait à ce stade, eh bien, on a travaillé sur toute une série de domaines. En matière de genre, Women in Finance est l'association qui regroupe aujourd'hui 48 membres déjà, qui représentent ensemble plus de 90% du secteur financier. Et donc, tant la Banque nationale que Belfius sont bien sûr membres de Women in Finance. Chacun des membres doit mesurer au minimum une fois par an le niveau des plafonds de verre en matière de genre. Les membres nous partagent aussi les activités, les actions qu'ils ont mis en place. Et donc, ça, si vous voulez en savoir plus, le site womeninfinance.be vous montre ce qui en est. Mais surtout, j'encourage toutes celles et tous ceux qui sont à l'écoute et qui veulent en savoir plus à être présents physiquement dans l'auditorium de la Banque nationale le 2 juin pour notre conférence internationale. Elle a aussi été partagée par Women in Finance, par Febelfin sur les réseaux sociaux. Mais nous ne travaillons pas que sur les questions de genre, mais aussi, par exemple, en tant que secteur, nous avons pu lancer une grande enquête sur l'inclusion multiculturelle qui nous a permis de prendre conscience du fait que, oui, dans notre secteur, l'inclusion multiculturelle a encore beaucoup de progrès à faire. On s'est rendu compte notamment que la problématique des micro-agressions racistes est vraiment quelque chose de réel. Donc, sur ce graphe que vous voyez, et je n'irai pas plus en détail, mais l'étude est entièrement disponible sur le site de Febelfin, vous voyez que quand seulement un collègue d'origine belge ou d'Europe occidentale sur 5 nous dit entendre parfois ou souvent des micro-agressions à caractère raciste, ils sont 2 tiers parmi les collègues qui s'auto-identifient comme étant noirs ou origine d'Afrique du Nord. Et donc, basé là-dessus, on a mis en place différentes choses. On a mis en place un réseau qui s'appelle le Multicultural Bankers Network. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez aussi me contacter. On a également travaillé sur l'inclusion LGBT dans la finance, en faisant une enquête qui nous a montré que globalement, la situation évolue positivement en termes de perception d'inclusion. Donc les personnes qui s'identifient comme étant membres de la communauté LGBTQI sont plus de 50% à nous dire « mon entreprise est inclusive ». Et puis encore tout un pourcentage important à nous dire « mon entreprise est tolérante ». Et seul un très faible pourcentage, le pourcentage en jaune ici, nous dit « il y a encore du travail à accomplir ». Pour tout ça, on a décidé de créer une boîte à outils. Et cette boîte à outils, elle est disponible sur le site inclusioninfinance.be. Elle a déjà été downloadée entre-temps des centaines de fois, non seulement par notre secteur, mais elle est accessible par tous les secteurs. Et c'est une boîte à outils où vous trouvez des outils très pratiques pour travailler sur 4 aspects. Celui de réduire l'impact des biais inconscients, qui est extrêmement lourd, notamment dans les processus de décision, de recrutement, de promotion, mais aussi la prévention des micro-agressions racistes, sexistes, homophobes ou autres, la prise de conscience de cette réalité, le fait d'encourager une culture inclusive au sens large et notamment une communication inclusive, et puis faire un focus sur ce que c'est que le leadership inclusif. En fait, notre campagne a également des films, des posters, des outils, des jeux. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez downloader ce que vous voulez. Et juste pour terminer en 1 minute, vous avez vu qu'effectivement, la Banque nationale, d'ailleurs Belfius également, font partie des entreprises qui ont signé la charte des panels inclusifs.
C'est une charte par laquelle les organisations s'engagent à, effectivement, dans tous les événements qu'elles organisent, tant en interne qu'en externe, à être attentives à la mixité, mais aussi à la diversité au sens large, notamment des générations, des origines, dans toute la mesure du possible. Nous avons aujourd'hui plus de 200 signatures sur cette charte, dont 50 grandes organisations, plusieurs qui font partie du secteur financier, et, intéressant aussi, 14 ministres, parmi lesquels plusieurs ministres fédéraux, le Premier ministre notamment. Et si vous allez d'ailleurs sur le site premier.be, eh bien, vous constaterez qu'en cliquant sur l'onglet « Contact », que le Premier ministre vous dit « Si vous voulez m'inviter dans un événement, s'il vous plaît, sachez que j'ai signé cette charte et que je préfère siéger dans un panel inclusif, donc mixte. » Voilà, c'est un peu ces tout petits éléments que je voudrais, sur lesquels je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Comme ça, je laisse un tout petit peu de temps quand même pour quelques questions. Merci bien, Claire. C'était une belle conclusion. Moi, j'ai quand même reçu quelques questions. Alors, je propose, parce qu'on est un peu limité au niveau donc, du temps, de poser une question à chacun d'entre vous. Alors, pour Céline et Maud, nous avons comme question, est-ce que vous avez eu l'occasion de comparer, vous avez fait cette étude donc, sur l'effet de la parentalité sur la carrière des hommes et des femmes, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire un comparatif avec d'autres pays européens? Alors en fait, on n'a pas fait de comparatif au niveau de l'étude en elle-même, mais on a bien sûr regardé d'autres pays et on a notamment regardé ce qui se passait en Suède et dans les pays nordiques qui sont considérés comme les best performers en matière d'égalité des genres. Et on voit effectivement qu'ils enregistrent des performances meilleures que la Belgique, notamment le gender gap est en Suède 2 fois moins important que celui qu'on observe en Belgique. Mais même en Suède, où l'égalité des genres est une préoccupation depuis plusieurs décennies et où des politiques concrètes ont été mises en place, on n'est pas encore à l'égalité des genres. Donc, comme on l'a dit aussi dans notre présentation, c'est un processus qui prend des années. Pour faire évoluer les normes sociales, il faut des générations. Voilà. Ok, merci. Pour Patrick, j'avais la question suivante. Quel est en fait comment se déroule le processus de recrutement chez vous? Faites-vous appel à des consultants externes? Quel est aussi le suivi en formation en particulier? Alors, le processus de recrutement est essentiellement le résultat d'un travail fait avec des collaborateurs qui appartiennent à l'entreprise, donc avec des collègues qui sont nos collègues qui sont les recruteurs et qui font ce travail. Parfois, il est évident quand on cherche quelque chose d'extrêmement pointu, on peut faire appel à l'extérieur, mais c'est essentiellement un processus interne. La deuxième partie de la question concernait à ce moment-là la façon dont on organise la formation, c'est ça, j'ai bien compris. Hein. Oui, exactement. La formation aussi est un processus qui en grande partie est donné par nos collaborateurs internes. Alors évidemment, on envoie aussi nos collègues à la Febelfin Academy, on les envoie ici évidemment à des formations externes, mais là aussi, on a une grande partie du travail qui est fait à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que dans ces deux domaines-là, ce sont deux piliers fondamentaux de la création de la culture de l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qu'on a un énorme avantage à maintenir au sein de Belfus. Merci. Pour Sarah, j'aurais la question suivante. Donc, tu as bien expliqué comment elle s'était organisée au niveau de la Banque nationale de Belgique, donc la problématique de l'inclusion et de la diversité. Penses-tu qu'il est plus facile pour le secteur financier ou le secteur des services de pratiquer ce genre de politique plutôt que pour des entreprises qui sont plus confrontées à de la production? Mais je pense que la réponse n'est pas évidente dans le sens où je pense qu'il y a certaines facilités que l'on a, notamment par exemple le fait d'avoir des profils, de pouvoir trouver des profils de personnes formées de manière assez équilibrée dans les deux genres. Donc nous recrutons par exemple beaucoup de juristes, d'économistes, beaucoup de bacheliers. Et là, effectivement, on a une bonne mixité. Je pense à des secteurs comme l'informatique ou des secteurs beaucoup plus techniques où là, c'est plus compliqué de trouver des bons profils. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons une certaine facilité
Par contre, il n'y a pas que l'aspect des diplômes, il y a aussi l'aspect de ce que recherchent les jeunes aujourd'hui lorsqu'ils cherchent un travail, le sens qu'ils veulent le donner, la culture d'entreprise. Je crois que les entreprises, les jeunes aujourd'hui sont très sensibles à ça. Et d'ailleurs, il y a une grande enquête qui, Claire en parlerait mieux que moi, mais qui vient d'être lancée, qui a été lancée sur l'impact de la culture de l'entreprise sur l'attractivité des entreprises vis-à-vis des jeunes. Et là, je pense qu'on a quand même beaucoup de boulot à faire pour, je vais dire, redorer le blason du secteur financier et aussi pour mieux expliquer le sens que peut avoir une carrière dans le secteur financier. Donc voilà, il y a à boire et à manger, je veux dire. C'est ça. Et pour toi, Claire, est-ce que tu pourrais nous dire, puisque tu as une vue d'ensemble sur toutes les institutions donc, financières au niveau de la Belgique, quel est le taux de diversité ethnique et ou sociale dans les conseils d'administration de ces entreprises du monde financier? Alors, je pense que ça va être vite fait si on parle au niveau des conseils d'administration ou des comités de direction. Sur le plan ethnique, on n'est absolument nulle part, hein. Donc, je pense que on a parlé aussi, Patrick a mentionné l'importance d'une certaine progression. C'est clair que si on commence seulement maintenant à avoir des jeunes talents de différentes origines qui commencent seulement à pouvoir entrer dans le secteur, à exercer des premières fonctions, ben c'est clair qu'on ne va pas encore en trouver dans des fonctions de dirigeants ou très très peu. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que je dirais que dans mon expérience, les deux facteurs qui font progresser le plus vite la diversité et l'inclusion, c'est très simple, il y en a deux. Le premier, c'est l'engagement total et très clair du CEO, donc vraiment indiscutable. Et le second, c'est l'existence de rôles modèles auxquels les personnes peuvent s'identifier. Et donc, s'il n'y a pas de rôle modèle à un niveau plus haut, auquel vous pouvez vous dire, OK, si eux y sont, peut-être que j'ai une chance aussi, il faut une force mentale, il faut un courage, il faut une confiance en soi. Quand on sait en plus que, on l'a vu dans l'image que je vous ai montrée, que les personnes qui ont une autre origine visible, en particulier les personnes originaires d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord, peuvent entendre très très régulièrement des micro-agressions qui peuvent fragiliser leur confiance en eux. Il faut vraiment être extrêmement attentif à ces talents. Par exemple, leur proposer un mentor, suivre, avoir des conversations pour sentir comment ils se sentent dans l'entreprise et y être vraiment attentif parce que sinon, ce sont des talents qu'on va perdre bien avant qu'ils puissent arriver au niveau de la direction. Merci. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les conférenciers pour vos exposés super intéressants. Alors, pour tous les participants, vous allez recevoir un mail reprenant l'enregistrement donc de ce webinaire et également les slides qui ont été utilisés donc pour ce webinaire. Il y a également un lien avec l'enregistrement de notre webinaire sur notre chaîne YouTube et sur Spotify. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain webinaire le 11 mai. Ce sera sur le thème de l'immobilier en Belgique. Voilà, merci beaucoup et on se met prochain. Au revoir.